Tous. Nous nous retrouvons pour continuer le cours sur les limites de la connaissance, avec une petite chose bizarre là. Les limites de la connaissance, jusqu'où peuvent aller les connaissances humaines. Bon, alors, on commence la première partie. La connaissance se résume-t-elle à l'expérience? Alors, je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Je vais juste revenir un tout petit peu sur l'introduction parce que je m'aperçois que j'ai pas été complet. Dans l'introduction, bon, on a parlé de la métaphysique et j'ai évoqué le rapport entre physique, philosophie première et philosophie seconde chez Descartes, mais j'ai pas été totalement complet. En fait, on va examiner la question de la métaphysique dans ce chapitre, voir si une connaissance métaphysique est possible, mais j'ai pas été suffisamment complet. J'aurais dû ajouter aussi que nous allons chercher jusqu'où peut aller la connaissance physique, jusqu'où peuvent aller les sciences empiriques. Est-ce que par exemple les sciences empiriques peuvent aller jusqu'à dépasser en fait le cadre, se dépasser elles-mêmes, dépasser le cadre de l'expérience? Et donc on traitera cette question et on demandera également si les vérités établies par les sciences sont du même ordre que les vérités que poursuit la métaphysique, comme par exemple, je sais pas, chez Descartes, chez Platon. Est-ce que par exemple, voilà, on peut atteindre une vérité absolue dans les sciences? Voilà une question qui mérite d'être posée et sur laquelle il y a beaucoup de confusion parce que moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que même si les sciences ne parviennent pas à établir des vérités définitives et absolues comme en cherchent les métaphysiciens, hein, ce n'est pas pour autant que la vérité scientifique est relative et temporelle. Hein, je crois que là, il y a une erreur, vraiment une confusion logique, d'ailleurs qui est très simple à expliquer, hein, sur le statut des vérités scientifiques. Les vérités scientifiques ne changent pas. Non, c'est faux. On fait des découvertes, on change de modèle, on change de théorie, de paradigme, mais les vérités scientifiques ne sont pas plus sujettes au changement que n'importe quel autre genre de vérité. Mais ça ne signifie pas que les sciences parviennent à des vérités absolues. Bon, voilà. Ça veut dire c'est très contradictoire de dire ça. Non, non, vous allez voir. Je crois pas que ça le soit, mais il va falloir patienter un peu avant de le voir. Ce sera l'objet de la troisième partie. Pour l'instant, donc dans le grand 1, la connaissance se résume-t-elle à l'expérience? Bon, en fait, si vous voulez, là, ce que je veux faire dans tout ce cours, c'est un petit peu expliquer le geste kantien, le geste qu'a fait Kant dans la critique de la raison pure. Voilà, ici, hein, dans la critique de la raison pure. C'est-à-dire le geste de délimiter les prétentions de la connaissance humaine, jusqu'où peut aller notre connaissance au moyen de notre raison et au moyen de nos sens. Hein, c'est le geste de Kant. Alors d'ailleurs, le mot critique veut dire le fait de circonscrire exactement le territoire de la raison, jusqu'où peut aller, enfin plutôt circonscrire exactement le territoire de nos facultés, jusqu'où nos facultés peuvent-elles nous conduire. Hein. Et pour ce faire, en fait, Kant part du principe que la métaphysique offre de son temps l'allure d'un champ de bataille entre, en fait, les batailles entre les systèmes métaphysiques dogmatiques, c'est-à-dire qui considèrent qu'on peut trouver des vérités, et la critique sceptique. Par exemple, voilà, Descartes d'un côté, Hume de l'autre, David Hume. Hein. Et voilà, Kant observe que finalement, dans la métaphysique n'est jamais parvenue à remplir sa promesse de trouver en fait des vérités absolues qui feraient un consensus total, absolu, universel. Hein. Et par conséquent, il faut évaluer en fait les prétentions de la métaphysique. Est-ce que vraiment le projet d'une connaissance absolue est vraiment raisonnable et fondé? Voilà, c'est ça le projet de la critique kantienne. Bon, alors. Pour en fait remplir ce projet, voilà, je vous invite dans un premier temps à chercher si la connaissance se résume simplement au domaine de l'expérience. C'est vraiment la question classique, archi-classique, qui va ouvrir notre interrogation sur les limites de la connaissance. Alors, dans un premier temps, en fait, voilà, je vais vous poser une question toute simple. La réalité se voit-elle? Est-ce que c'est tellement évident que la réalité, excusez-moi,
se définit par ce que nous voyons ou se limite à ce que nous voyons. Hein. Je crois que c'est pas du tout aussi clair, aussi simple que cela, et je vais soutenir l'idée que, enfin, justement, tout le problème, c'est que la réalité, en fait, ne se voit pas. C'est pas simplement par le moyen des sens que nous avons accès à la réalité. Voilà, c'est ça la thèse que je vais soutenir. Hein. Et c'est précisément ce fait qui a ouvert la carrière à la métaphysique, hein, mais bon, là c'est pas exactement, vous allez voir le chemin qu'on va prendre. Alors pour commencer à poser ce problème, on va partir très simplement du débat très classique entre empirisme et inéisme. Tiens, j'ai mis idéalisme, c'est pas tout à fait exact. Attendez, je corrige, inéisme, ce serait mieux. Alors, le débat donc entre l'inéisme et l'empirisme, c'est-à-dire entre John Locke et Platon, ou Descartes, ou Leibniz. Alors, en fait, l'empirisme, c'est l'idée que toutes nos connaissances nous viennent des sens, hein, nous viennent des sensations. C'est typiquement la théorie que défend John Locke au siècle. Alors, on peut résumer cela ainsi. En fait, c'est dans ces termes-là que Locke le présente dans ceci, dans l'essai sur l'entendement humain, hein, que Locke fait paraître dans les années 1670 à peu près, je n'ai pas la date exacte en tête, mais c'est cette époque-là. Hein. Dans l'essai philosophique concernant l'entendement humain, John Locke, en fait, s'oppose vigoureusement à la théorie cartésienne, la théorie inéiste de Descartes, dont je vais dire un mot dans un instant, et il affirme, voilà, cette thèse très célèbre, selon laquelle toutes nos idées viennent de nos sensations, et notre esprit, dit-il, est comme en fait un bloc de cire sur lequel l'expérience viendrait marquer ses caractères. C'est-à-dire que, en fait, notre esprit est impressionné, notre esprit reçoit des impressions, on appelle ça les impressions sensibles, hein, qui sont simplement la trace, la marque laissée par les choses dans notre être. Il emploie également l'image de la feuille blanche. Notre esprit est une feuille blanche sur laquelle l'expérience vient marquer, imprimer ses caractères. Là encore. Le terme d'impression, avoir une impression, des impressions, en fait, témoigne de la même idée empiriste, à savoir que nos connaissances viennent des sens, quoi, hein, globalement. Voilà, on peut résumer cela ainsi. On a parfois évoqué une image alors que Locke n'emploie pas, mais c'est pas grave, ça revient au même, l'idée de la table rase. Hein, notre esprit est une table rase, et puis au fur et à mesure, l'expérience s'amoncelle et amoncelle des choses, des impressions dont nous allons tirer les idées. Hein. Voilà. Alors ça, c'est l'idée que toutes nos connaissances viennent de la sensation. Et Locke, en cela, s'oppose radicalement à des philosophes inéistes comme Platon, comme Descartes, comme Leibniz, hein, qui, pour leur part, estiment qu'il y a au contraire des idées innées. Alors, c'est très net chez Platon ou chez Descartes, hein, qui, par exemple, montrent que il y a certaines idées qui ne peuvent pas être dérivées de l'expérience. Alors, Descartes, par exemple, donne des exemples très clairs avec, par exemple, la notion de vérité. La notion de vérité, c'est pas une notion empirique. On peut pas l'avoir apprise de l'expérience parce que pour que l'expérience nous apprenne ce que c'est qu'une vérité, il faudrait que nous soyons capables de juger que ce que l'expérience m'apprend, par exemple, aujourd'hui, est une vérité. C'est-à-dire, en fait, il faudrait déjà que je possède la notion de vérité pour pouvoir juger que ce que j'expérimente, ce que je vis dans l'expérience, en est une. Hein. Donc, en fait, voilà, nécessairement une notion qui doit précéder toutes les autres, hein, et qui ne peut pas avoir été apprise. Si bien, par exemple, nous dit Descartes que le mot, bon, on peut le traduire dans une langue étrangère, on peut expliquer à quelqu'un qui ne parle pas français la signification du mot vérité, dire que la vérité, bon, bah, c'est simplement l'accord d'une chose enfin d'une réalité avec une idée, bon, enfin d'une idée plutôt avec une réalité dans l'autre sens. Mais en fait, on va pas apprendre à un étranger ce que c'est que la vérité. On va juste lui apprendre comment on le dit en français, avec quel mot on dit cela en français. Mais encore une fois, pour que mon interlocuteur puisse comprendre de quoi je lui parle, il faut déjà qu'il sache ce que c'est que la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il puisse juger que ce que je lui dis est vrai. Donc en fait, il faut déjà qu'il possède la notion de vérité. Hein. Et ainsi de suite, comme ça, il y a une multitude de notions en nous qui ne sont pas dérivées de l'expérience, hein, qui sont en fait que nous savons. Bon, Descartes l'explique en disant que voilà, Dieu a mis dans notre esprit un certain nombre d'idées. Bon, et en fait, après, ces explications
Bon, par exemple, chez Platon, qui sont un peu de l'ordre du mythe, hein, Platon explique que d'après les anciens, d'après des poètes ou des prêtres, notre âme aurait vécu avant cette existence, elle aurait fréquenté les régions de la vérité et elle se serait remplie de belles connaissances, de belles vérités au contact de au contact des vérités. Et puis, en fait, à la naissance, notre âme tombe par terre, tombe dans un corps. Et à ce moment-là, elle oublie ce qu'elle a vu. Et lorsque nous faisons des mathématiques, en fait, nous ressouvenons. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en nous des principes, des idées qui sont finalement innées, mais qui ne sont pas conscients. Et puis, en fait, à mesure que nous apprenons, nous les rendons conscientes. Bon, alors c'est une explication qui est un petit peu mythique. Hein, Platon ne dit pas que c'est vrai. Il dit que c'est ce que racontent les prêtres. Bon. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que, pardon. Malgré ce que dit Locke sur la connaissance qui vient purement des sensations, notre contact avec la réalité, notre rapport à la réalité n'est pas uniquement basé sur les sens. Hein. Prenons un exemple le plus simple possible, un exemple que Socrate prend tout le temps, hein, l'exemple du cube. Je regarde un cube et je le fais tourner dans ma main, je l'observe, je le contemple, je l'examine. Je sais qu'il possède 6 faces, mais puis-je voir les 6 faces? Non, il est impossible de voir les 6 faces, on ne peut en voir au maximum que 3 simultanément. Donc en fait, nous les voyons tour à tour, en faisant tourner le dé dans notre main, évidemment, nous les sentons, mais c'est moi qui juge qu'il y a 6 faces, mais ce que montre l'expérience, hein, c'est simplement enfin, des aspects, des profils différents du cube. Et en fait, il faut bien que ce soit dans mon esprit moi-même qui fasse la synthèse de tous ces aspects-là, hein, et qui me dise voilà, c'est bien le même cube, c'est le même cube que je sens, que je vois, que je touche. Hein. Ça, c'est pas l'expérience qui me l'apprend, c'est moi-même qui juge ainsi. Hein. Et par conséquent, vous voyez, le cube, en fait, il faut bien que je le modélise intellectuellement pour comprendre que ces faces appartiennent bien, pardon, au même objet. C'est la même chose si on prend des exemples un peu plus éloignés, comme l'exemple des astres. Hein, vous voyez, les astres, on ne peut pas en voir la rotondité, on ne peut pas, il faut pour ça le concevoir. Hein, et pendant, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout, aujourd'hui, on peut faire des photos très précises de la Terre, par exemple, pour savoir que la Terre est ronde. Eh bien non, c'est faux. En fait, c'est pas par l'expérience que nous savons que la Terre est ronde, hein, car en fait, il a bien fallu, avant d'envoyer des fusées dans l'espace, il a bien fallu que l'on ait une idée quand même un petit peu précise, si vous voulez, de l'univers. Et pour cela, on n'avait pas le moyen de faire des photographies de la Terre. Donc c'est certainement pas en faisant des photos ou en montant dans je ne sais quelle fusée qu'on a découvert que la Terre était ronde, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut le savoir autrement que par une expérience directe. Et d'ailleurs, même tout ce que nous montre finalement la surface de la Lune, c'est un disque, c'est pas une sphère. Et par conséquent, en fait, il faut bien supposer qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une rotondité également, mais ce n'est pas des choses qui apparaissent finalement dans l'expérience. Hein, c'est nous qui le supposons, à très juste titre d'ailleurs, hein, qui pouvons l'induire de toutes sortes d'observations différentes et concordantes, mais c'est pas quelque chose qui apparaît dans l'expérience. Je vais ici faire un petit crochet pour parler d'un débat justement qui prend naissance à la faveur de la philosophie empiriste de John Locke, le débat sur le sixième sens. Alors sachez que le sixième sens, en fait, c'est pas une expression moderne et bon, je sais pas, familière pour désigner un peu l'intuition. Non, en fait, le sixième sens, c'est vraiment un problème dans la philosophie empiriste. Le sixième sens, en fait, c'est l'idée que lorsque nous avons la perception d'un objet, nous en avons une perception au moyen de chacun des 5 sens, au maximum, hein, mais comment savons-nous que ces 5 aspects appartiennent bien à un même objet? Je veux dire, voilà, je bois une tasse de café, donc dans ma main, je sens un gobelet rempli de liquide brûlant. Si je respire l'odeur du café, j'en sentirai la saveur. Si je goûte, j'en aurai également un autre aperçu, cette fois par le moyen du goût. Et puis, si je le regarde, j'en verrai également l'aspect visuel.
enfin vous voyez, je peux avoir comme ça un aspect pour chacune des 5 sensations, hein. Ah oui, pour Louis c'est plus délicat, mais vous voyez, je fais floc floc avec le café comme ça, puis je peux entendre. Alors vous voyez, j'ai un aspect pour chacun des 5 profils sensitifs, voilà, gustatif, visuel, tactile, auditif, etc. Comment sais-je que c'est bien un seul objet auquel renvoie tous ces aspects? En fait, c'est pas l'expérience qui me le dit, parce que si vous voulez, l'expérience me donne un aspect visuel, mais dans l'aspect visuel, en voyant ce café, c'est pas en le voyant que je peux savoir qu'il va faire tel son si je l'agite, ou c'est pas en mettant ma main sur, vous voyez, la périphérie brûlante du gobelet, que je vais savoir que cet objet brûlant, cet objet chaud, a également un aspect visuel noir. Non, parce qu'en fait, les sens me montrent chacun ce qu'ils peuvent me montrer. C'est-à-dire qu'en fait, le sens du toucher va me montrer soit la surface, soit la qualité de chaleur ou de froideur. Mais le toucher ne pourra rien m'apprendre de la couleur, hein, ou ne pourra rien m'apprendre du son. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience me présente 5 aspects différents des choses, et je suis bien intimement convaincu que ces 5 aspects, renvoient bien à un seul être, à un seul objet, bien sûr. Il faudrait être complètement délirant quoi, pour en douter. D'ailleurs, c'est un des aspects, je crois, si je me trompe pas, c'est un des aspects de la schizophrénie, hein. Les schizophrènes n'arrivent pas à faire la synthèse des sens comme ça, hein. Ils perçoivent des aspects sensibles comme si ces aspects sensibles renvoyaient à des objets différents, hein, ce qui est très embêtant. Alors, l'idée des empiristes, c'est qu'en fait, il y a un 6e sens. Nous avons nos 5 sens, puis il y a un 6e sens qui vient faire la synthèse des 5 autres, hein, et qui vient nous enseigner que, oui, en fait, c'est bien un seul même objet qui présente ces 5 caractéristiques. Bon, alors moi je veux bien, mais ce 6e sens, est-ce qu'on peut me le montrer? Est-ce qu'on peut... En fait, c'est quand même très étrange, parce que ce 6e sens, donc, est censé être un sens, une connaissance sensible, eh bien, on n'en a aucune idée concrète. On l'a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est, hein. Et ici, l'explication empiriste, elle est vraiment complètement prise en défaut par cette notion du 6e sens, qui au fond est complètement contradictoire, hein. Et donc, on est bien obligé d'admettre que, non, c'est pas une sensation qui nous apprend que tel objet possède une unité, hein, que ces 5 aspects renvoient bien à une seule et même chose. D'où le petit 2, vous voyez, la réalité n'est pas reçue, mais elle est construite. Moi, la thèse que je veux soutenir ici, et je vais m'inspirer beaucoup de Descartes pour cela, des méditations métaphysiques de Descartes, hein. La thèse que je veux soutenir, c'est que en fait, nous jugeons de la réalité. C'est pas simplement la sensation qui nous apprend ce que sont les choses, mais c'est le jugement, hein. Alors, Descartes emploie dans les méditations métaphysiques 2 exemples qui sont demeurés extrêmement célèbres. Le premier est d'une simplicité merveilleuse. Le deuxième est beaucoup plus étiré, développé et complexe, et plus complet également. Le premier exemple, oui, alors, pardon, je restitue un petit peu la position du passage dans les méditations métaphysiques. Dans la deuxième méditation, Descartes vient d'établir le cogito. Et donc, il vient d'établir que nous sommes certains, nous possédons une certitude absolue de notre existence en tant que nous sommes capables de penser. En tant que nous sommes capables de douter, et bien à ce moment-là, nous sommes certains d'exister. Bon. Alors, très bien. Descartes dit, mais c'est quand même bizarre cette idée-là de se dire que, en fait, tout est incertain, tout est douteux, sauf mon existence en tant qu'esprit. J'ai du mal à m'y faire malgré tout, hein. Je trouve que c'est bon, parce que je peux pas m'empêcher tout de même de penser que voilà, j'ai un corps, j'ai ces 2 mains, elles sont bien à moi, je suis bien dans cette pièce là au milieu de mes livres dans mon salon. Je peux pas m'empêcher d'y croire quand même. Donc comment puis-je vraiment accorder crédit à ce doute, quoi, si vous voulez, qui me présente la certitude de mon existence? Et Descartes dit, laissons de côté le cogito, laissons de côté cette histoire d'un esprit différent du corps, distinct du corps, et contentons-nous de regarder ce qui se passe lorsque nous connaissons un objet. Nous disons toujours que nous connaissons les objets par le moyen des sens. Mais est-ce vrai? Exactement dans la question qui nous occupe. Je passe le nez par la fenêtre et j'observe là par le balcon les gens qui passent dans ma rue, hein, et en fait je dis que je vois des gens passer.
Mais c'est faux, en fait, je ne les vois pas. Je vois, insiste Descartes, je vois des chapeaux et des manteaux, hein, qui pourraient aussi bien être portés, mettons, par des automates, hein, et puis, en fait, ça ne changerait rien à l'aspect. Donc j'ai l'impression de voir des gens, mais en fait, je ne vois pas des gens, j'interprète des formes, hein, c'est-à-dire que je juge qu'il y a des gens. Hein, je juge qu'il y a des gens, et d'ailleurs à très juste titre, hein, certainement, mais c'est bien un jugement et ce n'est pas une sensation. Et donc, en fait, nous nous trompons constamment, disons, dans la vie de tous les jours, nous commettons toujours une imprécision, hein, quant au vocabulaire à chaque fois que nous disons que nous voyons quelque chose. Nous jugeons qu'il y a quelque chose. Hein. J'avais déjà pris, je crois, en cours l'exemple du cinéma qu'on voit depuis la salle où on se retrouve régulièrement. Peut-être que c'est une salle que vous ne reverrez plus, et un cinéma que vous ne reverrez plus depuis ce point de vue si on continue à se cacher, à se terrer chez nous du corona. Bon, mais enfin, toujours est-il que quand je regarde par la fenêtre de la B502, le cinéma, je dis que je vois une forme, un bâtiment de forme rectangulaire. Or, ce que je vois, c'est pas un rectangle. Ce que je vois, c'est un trapèze. Hein. Ou bien si je suis dans je sais pas, au stade et que je regarde voilà, un terrain de foot, mettons, je dis que je vois le rond central, mais non, en fait, je vois pas de rond, je vois pas de cercle. Ce que je vois, c'est une ellipse. Et je redresse cette ellipse et intuitivement, je comprends que c'est un cercle. Mais en fait, c'est bien un jugement. C'est pas une sensation qui me l'apprend. Hein. Et alors, l'autre exemple extrêmement célèbre, donc tout ça pour dire, si vous voulez, que la réalité, en fait, procède, nous avons contact avec la réalité par le jugement, nous, hein, mais pas purement et simplement par les sens. Alors l'autre exemple qui est très célèbre, c'est l'exemple du morceau de cire, toujours dans les méditations métaphysiques, un passage très célèbre dans lequel Descartes dit oui, mais comment puis-je vraiment me convaincre que je suis un esprit? Alors réfléchissons un instant à des perceptions tout à fait ordinaires. Je vais percevoir un morceau de cire. Alors, je prends un morceau de cire qui sort de la ruche, je sens son odeur, je vois sa couleur, son toucher, son goût, etc. Toutes ces informations qui me viennent par l'essence. Je me dis, bon, bah, c'est par l'essence que je connais ce morceau de cire. Puis pendant que je parle, pendant que je le décris, je l'approche de la flamme. Et là, en fait, son aspect visuel va changer, l'odeur va s'évaporer, la saveur également, le bruit également. Je peux plus faire toc 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 dessus. Hein, je peux plus. Bon, dans la première phase, Descartes disait si je le frappe, il rendra quelques sons. J'ai toujours adoré cette citation. Si je le frappe, il rendra quelques sons. Bon, et donc en fait, tout son aspect visuel a changé, et pourtant, je suis certain que c'est la même cire. Mais pourquoi en suis-je certain? Est-ce que ce sont les sens qui me l'apprennent? Non, absolument pas, ça peut pas être les sens, parce que justement, toutes les sensations relatives au morceau de cire ont changé totalement. Donc en fait, je juge que c'est le même morceau de cire, je pense que c'est le même morceau de cire, mais ce n'est pas la sensation qui me l'apprend. Et je ne pourrais pas en douter, en vérité, à moins d'être dans une espèce de processus de doute un peu délirant, comme le dieu trompeur, etc. Mais sinon, disons pour la vie de tous les jours, évidemment, je vais pas en douter, je vais pas douter que c'est le même morceau de cire qui est là, mais vous voyez bien que c'est pas les sens qui peuvent me l'avoir appris, hein, donc ça veut dire que si je sais ce que c'est que la cire, ce ne sont pas les sens qui me l'apprennent, hein, c'est un jugement, une inspection de l'esprit, dit Descartes, c'est un jugement de l'entendement, hein, qui m'apprend que c'est le même morceau de cire, mais cette certitude, elle n'est pas d'ordre sensible. Bon, et donc, moralité de tout cela. Alors, bon, Descartes l'interprète en disant, bah voilà, c'est bien la preuve qu'en fait, je suis bien un esprit, je crois être un corps doté de sens, etc. Mais ce qui est véritablement certain derrière ça, c'est pas l'existence du corps. Hein. Ce que m'apprend la sensation, c'est pas l'existence du corps, c'est mon existence en tant qu'esprit, hein, en tant qu'entendement. Bon, et voilà l'exemple que prend Descartes. Évidemment, c'est cet exemple que je m'inspire pour mon histoire de café. Hein. Et en fait, cet exemple montre que notre entendement, c'est-à-dire notre faculté de manier les représentations, notre entendement s'exerce dans la sensation, et c'est lui qui donne de la consistance à nos sensations et qui donne de l'ordre au monde. La fonction de l'entendement, c'est de mettre de l'ordre dans le divers de l'expérience. C'est notre entendement qui construit l'expérience. Notre entendement ne reçoit pas la réalité, notre entendement construit la réalité, et on va le voir dans la vidéo suivante, au moyen de toutes sortes de catégories et de concepts a priori. Alors on voit ça dans la vidéo qui suit.